Au NAB 2012, Blackmagic annonçait la Blackmagic Cinema Camera, une caméra enregistrant du 2,5K en RAW Cinema DNG. Pavé dans la marque qui n'a pas éclaboussé grand monde vu les temps de livraison. Au NAB 2013, même histoire mais on change les protagonistes. Deux nouvelles caméras étoffent le catalogue de Blackmagic. D'un côté, la Pocket Cinema Camera qui tourne en Full HD Cinéma DNG. Elle est toute petite, très pratique, des performances très séduisantes à petit prix. Une belle histoire si seulement Blackmagic n'avait pas mis un capteur microscopique. Le crop factor est de 3, c'est-à-dire qu'un grand angle de 14 mm se transforme donc en un 42 mm. Bref, de l'autre côté, il nous annonce la Blackmagic Production Camera, notre sujet du jour. L'annonce fait grand bruit, pavé dans la mare, mais décidément il n'y a pas beaucoup d'eau, car là encore, ils ont mis un an à livrer les premières caméras. Nous sommes sur un capteur Super 35 avec 12 diaphes de dynamique. En cours de route, on a perdu un diaph par rapport à la cinéma caméra, car la production caméra a intégré un global shutter, ça évite le rolling shutter. Le Super 35, qui n'en est pas vraiment un, fait 21,12 mm sur 11,88 mm, ce qui nous donne un crop factor de 1,7. Un objectif 14 mm se transforme donc en un 23 mm. Nous pouvons enregistrer en ProRes 4.2 de HQ ou Cinema DNG, en HD ou Ultra HD. L'Ultra HD, c'est le petit 4K qui respecte les proportions du 16 neuvième. Donc ici, 3840 par 2160. Voici le tableau des différents formats et fréquences d'image. Pour ceux qui utilisent l'électricité à 50 Hz, donc les pays en vidéo pâle, s'intéressent surtout en enregistrement 25p ou 24p et ceci en HD ou en Ultra HD. La BMPC, Blackmagic Production Camera, est disponible qu'en monture active Canon EF. Toutes les images sont enregistrées sur l'enregistreur interne de la caméra sur des disques SSD. Voilà sur papier, ça fait déjà rêver, au prix d'environ 3000 €. Mais attention, il y a des surprises. Passons maintenant à l'ouverture de la boîte. À l'intérieur, nous trouvons bien sûr la caméra, un pare-soleil pour l'écran, une bandoulière, un cache anti-poussière, un adaptateur 12 volts, le DVD de DaVinci Resolve 10 avec son dongle clé USB, et un DVD avec la documentation et des logiciels Blackmagic, Ultrascope, Blackmagic Camera Utilities, Disk Speed Test, Media Express, etc. L'aspect de la caméra est sobre et semble robuste. Elle pèse son petit poids, 1,7 kg pour 16 cm de long, 11 de large et 12 cm de haut. Par contre, déjà un petit hic pour la prise en main ou mettre ses doigts. À l'avant, la monture EF et un bouton REC. Sur le côté droit, la trappe SSD et un petit port USB pour le logiciel utilitaire pour faire des mises à jour du logiciel interne. Sur le côté gauche, une prise LANC jack 2,5, une sortie prise casque 3,5, deux entrées micro en jack 6.35, dommage pour les XLR, une sortie SDI 6G SDI pour une vidéo non compressée en 10 bits 422 ou brancher un moniteur compatible ou acheter un convertisseur SDI to HDMI si on veut utiliser un viewfinder comme le Z-Finder de chez Acuto. Bref, c'est la seule sortie qu'on ait, pas de HDMI, dommage. Nous avons aussi un Thunderbolt pour brancher à l'ordinateur et utiliser le logiciel fourni Ultrascope et avoir un histogramme, vectorscope, etc. Petit truc, l'adaptateur Thunderbolt HDMI ne fonctionne pas. Cherchez pas, nous n'avons pas de sortie HDMI, mis à part l'achat d'un boîtier SDI to HDMI. Et la prise alimentation acceptant le 12 volts à 30 volts pour charger la batterie interne ou brancher une alimentation externe. À l'arrière, nous avons l'écran tactile. Un bouton iris pour que la caméra choisisse le diaph qui convient, un bouton focus pour activer ou désactiver le picking, un bouton rec, un bouton en arrière, en avant, lecture, stop, le bouton menu et le bouton marche-arrêt. Au-dessus, 3 pas de vis, un quart de pouce. En dessous, le ventilateur démontable. À ce propos, le ventilateur tourne même quand on enregistre. La caméra fait un petit peu de bruit, il faudra s'arranger avec le preneur de son. Voilà, on a fait un petit tour, maintenant on allume la bête. Nous avons un écran tactile pour accéder à toutes sortes de fonctions. Personnellement, je suis assez psychorigide sur les gens qui mettent des traces de doigts partout sur les écrans. Là, on n'a pas le choix, ça contribue à ma thérapie. Mais je doute que ce soit un choix judicieux pour le confort de la lecture d'images avec toutes ces traces de doigts. De plus, l'écran n'est pas adapté au tournage extérieur, brillant et pas très lumineux. En tapotant 2 fois sur l'écran, on zoome dans l'image pour faciliter la mise au point. En tapotant une fois, on accède aux métadonnées. Ça peut être pas mal pour le monteur. On note le nom du projet, les numéros de prise, l'angle, les commentaires, les mots-clés. En bas de l'écran, nous avons le format d'enregistrement, le diaph, la fréquence d'image, l'état du SSD, le temps d'enregistrement, les ISO notés ASA, un terme très peu usité aujourd'hui, le shutter noté en angle comme si cette caméra était destinée aux utilisateurs de caméras argentiques, surtout que vu le prix et la conception, on est sur le marché des jeunes directeurs de la photo vomissant le 5D. Et pour finir, la température de couleur en Kelvin et l'état de la batterie en pourcentage. Le menu.
C'est plus un menu de fast-food qu'un menu de restaurant asiatique. Il y a 4 onglets. La première concerne les réglages caméra. On peut lui donner un petit nom, régler la date et l'heure qui seront inscrits dans le nom du rush. Les réglages des ISO notés aussi ASA. Chez Blackmagic, ils n'ont pas pu se mettre d'accord, avec au choix 200 ASA, 400 ASA, 800 ASA et c'est tout. La balance des blancs avec au choix 3200 Kelvin, 4500, 5000, 5600, 6700 et 7500 Kelvin. Pas de balance des blancs personnalisable. Et le shutter exprimé donc en angle avec au choix 45 degrés, 90 degrés, 108 degrés, 144 degrés, 172,8 degrés, 180 degrés, 216 degrés, 270 degrés, 324 degrés et 360 degrés. Plus l'angle est grand, plus la lumière rentre. Et c'est tout pour les réglages de l'image. Pas de contraste, pas de luminosité, pas de réglage couleur, pas de gamma, rien. Tout se fait en post-prod avec DaVinci Resolve par exemple. Tout bon directeur de la photo aime bien régler son image sur le plateau. Dommage, cette fois-ci, on va entendre plus souvent la phrase qui énerve tout le monde, on fera ça en post-prod. En même temps, ce n'est pas très étonnant de la part de Blackmagic qui est spécialiste du traitement du signal et de l'image. Bref, il faudra exprimer son talent avec la gestion de la lumière sur le plateau, c'est pas plus mal de revenir aux fondamentaux non plus. Ensuite, nous avons l'onglet son. On peut régler en pourcentage le microphone interne qui se situe à l'avant de la caméra sous la monture. On peut choisir entre un signal micro ou ligne. On peut régler en pourcentage les jacks 1 et 2 associés ou séparément. Et régler le volume de sortie. Les ingé-sons apprécieront qu'il n'y ait pas de vumètre ni le volume exprimé en dB. C'est plus une utilisation de son témoin qu'autre chose. Nous continuons donc avec l'onglet Rec qui gère les paramètres d'enregistrement. Avec le format d'enregistrement Cinema DNG, ProRes HD ou 4K. La plage dynamique vidéo ou film, la fréquence d'image 24p, 25p, 29,97, 30 ou 23,98 et la fonction timelapse avec au choix différents intervalles d'enregistrement comme de 2 à 10 frames, de 1 à 10 secondes, 20, 30, 40, 50 secondes ou de 1 à 10 minutes. Et pour finir, les réglages moniteurs avec une vision film ou vidéo, la luminosité de l'écran, le zebra réglable à 75, 80, 85, 90, 95 ou 100%, les options de sortie SDI comme la barre de statut, les guides, tout ou rien, et la sortie SDI en HD. Et c'est tout pour le menu, pas moins, pas plus, malheureusement. Pour utiliser cette caméra, il faut l'accessoiriser. Et oui. Déjà, on doit acheter les disques SSD 2,5 pouces de 9,5 mm d'épaisseur compatibles avec la caméra. Pour avoir une idée, en ProRes 4K, 240 Go offre 36 minutes et 280 Go 72 minutes d'enregistrement. Il en faut donc plusieurs et ça coûte cher. Il nous faut aussi une batterie externe, comme le standard V-Mount pour utiliser la caméra toute la journée. La batterie interne non amovible qui avait énervé plus d'un sur la Blackmagic Cinema Camera énerve aussi sur la production caméra. La batterie interne dure environ 90 minutes, prévoir donc des frais supplémentaires pour un système de batterie extérieure. Et tant qu'on y est, ajoutons aussi les rods support pour tenir le système de batterie, mettre une cage autour de la caméra avec des poignées pour rendre le tout ergonomique, un follow focus et une matbox. La matbox n'est pas là pour faire joli ou plus cinéma. Vous l'avez remarqué, même avec un ISO à 200 et un angle shutter à 45 degrés, nous n'avons pas d'autre choix de fermer le diaph en cas de forte luminosité. Donc on gagne de la profondeur de champ, ce qui n'est pas toujours le but, surtout pour les fans du 5D où tous les premiers plans et les arrière-plans sont flous. Donc la solution, utiliser le porte-filtre de la Matbox pour y mettre des filtres ND, Neutral Density, les lunettes de soleil de la caméra quoi. Comme dirait la pub, c'est pas fini. Vu les performances du capteur, il vaut mieux avoir des bons objectifs. Sans parler des objectifs cinéma qui coûtent un rein plus 2 bras vendus à bon prix, on peut s'orienter sur les Canon série L. Mais là aussi, il faut plusieurs objectifs pour bien bosser, donc un bon budget à prévoir si vous n'avez pas déjà les bons cailloux. C'est pas fini. Maintenant, il faut pouvoir traiter les rushs. Donc un super ordinateur avec une super carte graphique et des super disques durs à l'appel pour sauvegarder les rushs. Bref, on est parti d'une caméra à environ 3000 € pour s'apercevoir qu'il faut en réalité 3 à 4 fois plus pour pouvoir l'utiliser dans des bonnes conditions. Vous êtes encore là? Très bien. Nous allons parler bien sûr maintenant de ce que l'on peut faire avec. Vous l'avez deviné, malin comme vous êtes, on va faire des belles images. Déjà, on a du 4K, même si les salles de cinéma ne diffusent pas ou que très rarement du 4K, et la post-prod, montage, motion, 3D ne l'utilisent pas non plus. Mais alors, à quoi bon? Déjà, on n'a pas trop le choix. C'est soit du 4K, soit du HD. Donc quitte à faire une belle image, prenons le 4K, c'est toujours mieux de descendre la résolution après le tournage que le contraire. Ça nous permet aussi de recadrer dans l'image si on le veut. Et ça nous offre aussi le ProRes compatible directement avec la plupart des logiciels de montage, ou le Cinema DNG. Je vois déjà votre œil qui pétille. Et oui mes amis, cette caméra ouvre la porte d'un vrai étalonnage et d'une bonne plage dynamique, et ça, ce n'est pas rien.
D'un point de vue image, c'est vrai qu'elle nous fait plaisir. Elle dit bonjour aux caméras cinéma comme la Red. C'est sûr qu'il n'y a pas de caméra parfaite, mais même avec tous les accessoires, à ce prix-là, il n'y a personne. C'est une caméra surtout conçue pour les tournages en studio ou sur des plateaux où l'on maîtrise la lumière, pour des films publicitaires, courts ou longs métrages et des clips. Je pense qu'une utilisation en reportage ou des films corporate à petit budget est très difficile. Maintenant, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à, bon courage, bisous.